Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre Direct, Plan and Improve, qui est un des chapitres de ITIL 4. Alors évidemment, en une demi-heure, nous allons juste couvrir quelques aspects qui, nous l'espérons, vous donneront envie d'en savoir plus, n'est-ce pas? Donc nous allons aujourd'hui parler un petit peu des manières, de la manière dont on peut orienter la stratégie et la planification d'une entreprise ou d'une organisation. Et plus spécifiquement, nous allons parler de la cascade de métriques, dit-il, qui va nous permettre d'aligner les buts et les objectifs de l'ensemble de l'organisation. Nous allons dire un mot de la gestion du risque dans le chapitre gouvernance, risque et conformité. Et nous allons enfin passer un peu de temps pour parler de la conduite du changement organisationnel, qui est le chapitre qui s'occupe de la gestion humaine du changement, n'est-ce pas? Et nous savons que la résistance au changement est une des forces les plus importantes qui existent. Voilà. Alors, un petit mot concernant une série de principes et de méthodes qui sont utilisés dans l'orientation stratégique. Le premier aspect qu'ITIL nous propose d'aborder est, à mon sens, euh, vraiment très important et très intéressant quand on veut diriger une organisation, et c'est le concept de périmètre de contrôle. Chacun d'entre nous a un périmètre de contrôle, c'est-à-dire il y a une série de choses sur lesquelles nous avons pouvoir de décision, nous allons pouvoir diriger les actions, nous allons pouvoir définir les objectifs et nous allons pouvoir dire quels sont les résultats à atteindre. Okay. Alors déjà, si on veut diriger une équipe, qui est divisée sans doute en sous-équipes, etc., c'est très important que chacun soit bien conscient de son périmètre de contrôle et aussi du périmètre de contrôle des autres. Sur quoi est-ce que j'ai pouvoir de décision? Sur quoi est-ce qu'un autre a pouvoir de décision? Okay. Et puis, il y a le périmètre d'influence, c'est-à-dire il y a des choses qui sont hors de mon contrôle, parce qu'elles sont sous le contrôle d'un autre, mais quand même, les résultats vont m'impacter très fort. Donc, même si je n'ai pas de contrôle sur ces choses, je vais quand même essayer très fort d'influencer tout cela. Et donc, c'est le périmètre d'influence. Et donc, il nous dit, c'est une très bonne idée que chacun aussi dans l'équipe soit conscient de son périmètre d'influence. Et bien sûr, avec un peu de psychologie, il est parfois beaucoup plus efficace d'influencer les gens plutôt que d'essayer de faire montre d'un contrôle que l'on a. Voilà, ça c'est un premier concept. Un deuxième concept dont nous voudrions vous parler aujourd'hui, c'est la cascade des objectifs. Alors, en fait, il nous propose une manière d'aborder les choses, d'organiser les choses pour que nous puissions aller facilement et de manière organisée de la finalité, c'est-à-dire les objectifs de haut niveau qui sont définis pour l'entièreté de l'organisation, jusqu'aux métriques et aux mesures que l'on va prendre pour voir si l'on a atteint cette finalité, pour voir si on est dans la bonne direction. OK? Alors, il nous dit la première chose à faire, c'est de définir une finalité. Hein? Pourquoi est-ce que je me lève le matin? Pourquoi faisons-nous tous ces efforts? Donc, en fait, tout, tout ce qu'on fait dans le cadre de notre travail devrait pouvoir être déduit de cette finalité qu'on appelle purpose en anglais. Hein?
C'est quelque chose qui est défini au niveau de l'organisation. Ensuite, il nous dit, il est bon de définir une série d'objectifs, c'est-à-dire, étant donné cette finalité, ben, à quoi ressemblerait le succès? Quelles seraient les caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler le succès? OK? Alors, parfois, on parle de critical success factors, hein, des facteurs critiques de succès. Ça se place en général au niveau des objectifs. Alors, si on continue à descendre dans la cascade, on arrive au niveau des indicateurs. Et là, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour mesurer si oui ou non nous avons atteint le succès? Et en général, on arrive à définir une série d'indicateurs. Généralement, il y a plusieurs indicateurs pour chaque objectif, hein, et ces indicateurs vont nous dire si oui ou non nous sommes en route vers le succès. Et donc là, on parle de KPI, de Key Performance Indicators, des indicateurs clés de performance. Et ces indicateurs s'appuient sur une série de métriques. Et alors, les métriques, ce sont des mesures, ce sont des choses sans mesure. Show me the numbers, disait Tom Cruise. Hein. Montre-moi les noms, montre-moi les chiffres, et je te croirai. Voilà. Donc, il nous propose de mettre en route cette cascade d'objectifs pour s'assurer que tout le monde va bien dans la bonne direction et que nous travaillons tous bien dans la même direction. Alors, cette cascade d'objectifs, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Hein. Déjà, il conseille en tout cas de l'utiliser de manière itérative. Autrement dit, on peut l'utiliser au niveau de l'entreprise, quelque chose qui est vraiment de haut niveau si notre organisation est grande. Et puis, on peut l'utiliser au niveau de par exemple, de chaque pays. Si on travaille dans une entreprise internationale, on formule des objectifs au niveau de l'entreprise. Et chaque pays devrait pouvoir, au niveau du pays, traduire ces objectifs et cette finalité au niveau du pays. Et puis, on peut encore descendre d'un niveau, et puis on peut parler au niveau du département, etc. Donc, on peut utiliser cette cascade d'objectifs de manière itérative. Alors, il nous dit aussi que il faut que les objectifs soient concrets, hein, que ce soit des choses qu'on va pouvoir réaliser, qu'on va pouvoir créer, n'est-ce pas? On parle de but aussi parfois. Alors les indicateurs devraient être SMART, ça veut dire spécifique, mesurable. Alors le A en anglais c'est achievable, c'est-à-dire des choses qui sont réalistes que l'on parviendra à faire. Relevant, qui veut dire pertinent, et time-bound, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir toute la vie pour atteindre un objectif. Un objectif doit être atteint en déant un temps donné. Et alors, concernant les métriques, il nous dit qu'il faut être bien conscient que les métriques sont créées à partir de mesures, mais il ne faut pas confondre mesure et métrique. Pour faire un métrique, on a souvent besoin de réaliser beaucoup de mesures, enfin beaucoup peut-être pas, mais plusieurs mesures, et de les mettre ensemble et de mesurer le nombre d'objets par mois. Et puis si on mesure le nombre de changes par mois, on doit mesurer le nombre de changes réalisés avec succès. Et puis on doit mesurer le nombre de changes par service peut-être, des choses comme ça. Et puis tout ça, on doit mettre tout cela ensemble pour former des métriques. Alors voilà, alors ça c'est ce que je racontais. En fait, j'étais un petit peu en avance sur Média. C'est les itérations et le fait que cette cascade vision, objectif, indicateur, métrique
peut être utilisé un petit peu de manière itérative, un petit peu aussi de manière gigogne, un petit peu comme des poupées russes, hein. Et alors, en fait, il nous dit que, eh bien, quelque part, les objectifs d'un groupe, les objectifs d'une organisation, les objectifs d'un département peuvent constituer la vision et la mission d'un groupe composant ce département. OK? Et donc, en allant comme ça de l'organisation au département, au groupe technique, aux équipes, ça nous assure un alignement. Car il ne faut pas oublier que tout ça a pour but, nous disons chez nous, a pour but de mettre tous les nez dans la même direction, hein, que tout le monde regarde vers le même objectif. Alors, un petit mot maintenant, un autre concept, un petit mot au niveau du pouvoir décisionnel. Alors, qui décide de quoi? Alors, on a déjà parlé du scope, du périmètre de contrôle et du périmètre d'influence. Ce sont des concepts qu'il est très intéressant de mettre en place. Et puis après, on peut se dire, mais qui décide de quoi? Et il est bien évident que les décisions importantes doivent être prises au sommet de la hiérarchie de l'organisation. Ça, c'est clair. Néanmoins, toutes les décisions ne doivent pas nécessairement être prises par le sommet de la hiérarchie, n'est-ce pas? Il nous dit, c'est un bon plan que de déléguer autant que possible la prise de décision. Et c'est là qu'on arrive à s'appuyer sur le concept de périmètre de contrôle. Et il nous dit, chacun devrait pouvoir prendre des décisions concernant les choses qui se trouvent dans son périmètre de contrôle. Autrement dit, chacun doit être conscient de son périmètre de contrôle et de celui des autres pour savoir ce qu'il peut décider, ce qu'il ne peut pas décider. Et le management doit également appliquer ce principe et dire je vais déléguer cette prise de décision à quelqu'un qui a le contrôle de ce sujet. Okay? Alors il dit attention quand même, il faut mettre en place un système de contrôle pour être sûr que les décisions sont bien prises et que on va bien dans la bonne direction, n'est-ce pas? Alors, le fait de pousser la prise de décision aussi bas que possible, basé sur le type de décision à prendre, basé sur le risque que représente cette décision. Qu'est-ce qui se passe si on prend la mauvaise décision? OK? Donc, le fait de pousser la prise de décision le plus bas possible dans la hiérarchie va présenter un tas d'avantages. D'abord, les décisions vont être prises le plus près possible des gens qui ont la connaissance. En effet, si on prend des décisions techniques au niveau du top management de l'entreprise, ben, les gens qui sont au top management de l'entreprise ne sont pas toujours des techniciens. Alors, les décisions vont se faire conseiller, bien sûr, mais enfin, les décisions vont être prises relativement loin de la connaissance. Alors que si on délègue le plus bas possible, la décision sera prise le plus près possible de la connaissance. Ça, c'est un premier avantage. Euh, un deuxième gros avantage, c'est que on va valoriser les gens. Okay? Parce qu'un technicien qui maîtrise vraiment bien son sujet et qui voit toutes les décisions techniques prises par quelqu'un qui n'est pas nécessairement un technicien, va très vite être frustré. Alors que si on lui laisse décider ce qui est dans son périmètre de contrôle, il va être valorisé et en plus, les décisions seront prises de manière informée, ce qui est aussi un grand principe, dit-il, de prendre des décisions informées. Voilà. Nous passons maintenant au chapitre suivant et nous allons parler de la gestion des risques dans le cadre du rôle de la gouvernance des risques et de la conformité.
Donc ici, en fait, il y a une norme, la norme ISO 31000, 2018, faisant référence à l'année 2018. Je me demande s'ils ne sont pas en train d'écrire une norme ISO 31000 2020. Et cette norme définit 8 principes de gestion des risques. OK? Alors, la norme ISO dit, eh bien, pour assurer la création et la protection de la valeur, il faut que la gestion du risque soit intégrée dans tout ce qu'on fait, n'est-ce pas? Soit structurée et complète. Nous devons gérer ces risques de manière structurée et nous ne devons rien oublier. Adaptée, customized. Hein. La gestion de risque doit être adaptée à ce que nous faisons, ni trop ni trop peu. Inclusive dans le sens bien couvrir tous les aspects de ce que nous faisons, dynamique, car en effet, un risque qui n'était pas là hier peut apparaître demain, n'est-ce pas? S'appuyer sur des informations pertinentes, à jour, fiables, hein, prendre en compte le facteur humain et culturel et bien sûr prendre en compte aussi l'amélioration continue. Ça, ce sont les 8 principes que ISO nous propose de mettre en place pour mettre en place la gestion des risques. Et ITIL, en fait, supporte ces principes. ITIL supporte ces principes à travers un certain nombre de choses. Donc, d'une part, à travers les 4 dimensions. Hein. Donc, les 4 dimensions vont, par exemple, nous permettre d'assurer le caractère inclusive proposé par ISO, puisque on va aborder les 4 dimensions, dit-il, et donc on ne va rien oublier. Les 4 dimensions nous permettent aussi d'être structurés, d'aborder les choses de manière vraiment structurée. Le SVS, le système de valeur de service, va nous permettre d'intégrer la gestion du risque dans tous les aspects de ce qu'on fait, n'est-ce pas? Et les principes de valeur, comme par exemple focus on value, hein, vont nous permettre comment dire, de couvrir le côté customized, hein, puisque la valeur va dépendre bien sûr de notre organisation, de ce que nous faisons, et, et donc le fait de se concentrer sur la valeur va nous permettre d'adapter la gestion des risques à ce que nous faisons. Voilà. Et bien sûr, l'amélioration continue est couverte dans ITIL à 3 endroits, n'est-ce pas? Nous savons ça. L'amélioration continue est un élément du service, du système de valeur de service, est une activité de la chaîne de valeur de service et est une des 34 pratiques de ITIL. Donc, ITIL parle d'amélioration continue dans 3 endroits différents, je vais dire, dans 3 périmètres différents, et ça donne une idée de l'importance que ITIL apporte à l'amélioration continue. Alors, ITIL nous dit aussi, en fait, il faut tenir compte des risques dans tout ce que nous faisons, partout, tout le temps. Hein. Je vais dire, alors évidemment, quand on fait des plans, pour mettre en place un projet, pour remplacer un serveur, etc., il faut bien sûr implémenter la gestion des risques. Et éventuellement, il faut envisager des approches alternatives. Si on trouve que les risques sont trop grands, il faut les réduire. Et donc, pour cela, ITIL propose de travailler par itération, ce qui est tout à fait en ligne, par exemple, avec les pratiques agiles. Alors, ITIL nous dit, faites attention, quand on met en place l'amélioration continue,
hein. Ne pas oublier que chaque fois qu'on améliore quelque chose, on va quelque part amener un petit risque, hein, ou un gros. Okay. Mais ne pas oublier aussi que ne rien améliorer, ne rien faire, ne rien modifier, ça peut présenter aussi un sacré risque. Et donc ça, il nous dit, n'oubliez pas de le prendre en compte. Et finalement, il insiste aussi sur la gestion active des risques, hein. Il ne s'agit pas juste de faire une liste, hein. Il s'agit de passer régulièrement en revue la liste des risques identifiés, voir s'il n'y a pas de risques qui ont disparu, voir s'il n'y a pas eu des nouveaux qui sont apparus, s'assurer que tout le monde est bien conscient de tout ça, voir ce qu'on a fait pour mitiger les risques, voir si on a prévu ce qu'on allait faire, si le risque se passe, hein. Tout ça, ça demande une gestion active. Et il insiste fort là-dessus. Voilà. Alors nous arrivons maintenant à la conduite du changement organisationnel. Alors moi je l'aime bien. Personnellement, moi j'aime bien ce chapitre parce que on a parfois tendance à croire que l'informatique, ce n'est que de la technologie. On va mettre en place des serveurs, un réseau, un firewall et tout ça, et des applications. Et une fois que la technologie sera en place, eh bien, hop, notre travail est fini. Eh bien, non, non, loin s'en faut. Loin s'en faut. Parce qu'il dit, euh, euh, nous devons aussi interagir avec les personnes. Nous ne devons pas oublier que tout ce qu'on fait, c'est pour être au service des personnes, au service des gens. Et tout ce que nous faisons, ou beaucoup de choses de ce que nous faisons, va apporter des modifications dans la manière de travailler de toutes ces personnes. Et donc, il nous faut gérer cela. OK? Alors, pour ça, il nous dit, on ne va pas réinventer la roue, hein, il existe des principes et des méthodes concernant la gestion du changement organisationnel et concernant aussi la communication. Alors, des points importants, par exemple, c'est de bien identifier les parties prenantes, hein. Qui est partie prenante dans ce que nous faisons? Alors, il y a des parties prenantes évidentes. Il y a mes collègues, mes fournisseurs, mes clients. Ça, oui, ça, c'est assez évident. Et puis après, il y a, par exemple, les gens qui écrivent les réglementations que je dois respecter. Ah, tiens. Ah oui, ben oui, ils sont partie prenante aussi. Il y a les gens qui vont venir m'auditer pour voir si je respecte ces réglementations. Ah oui, tiens, ce sont aussi des parties prenantes, stakeholders in English, hein. Et donc, il faut les identifier, savoir qu'ils sont là pour pouvoir gérer nos interactions avec eux, pour pouvoir gérer notre communication avec eux. On ne communique pas de la même manière aux différentes parties prenantes, n'est-ce pas? Alors, il dit aussi ne pas oublier les canaux de rétroaction, hein, feedback channels in English. En effet, si je communique avec quelqu'un, ça ne doit jamais être quelque chose à sens unique. Une communication, c'est toujours bidirectionnel. Donc, il faut prévoir comment on va accueillir leurs réponses et leurs réactions et prévoir ce qu'on va en faire. Ça, c'est clé. Sinon, la communication s'éteint vite. Et alors, il insiste sur le fait que tout changement implique des personnes. Et des changements dans l'informatique, il y en a tout le temps. Ne serait-ce que parce qu'on va mettre en place l'amélioration continue. Alors, chaque fois qu'on va apporter une amélioration, ou en tout cas, dans la plupart des cas, eh bien, on va modifier un petit peu la manière qu'ont les gens de travailler. Et alors, il ne faut pas oublier la résistance au changement. Alors, il nous dit, eh bien, il faut s'assurer qu'on va communiquer envers tout le monde, communiquer le plus rapidement possible. Peut-être aussi dire les bonnes choses, hein. On implémente quelque chose de nouveau, nous devons parler à l'utilisateur de notre produit, de son point de vue à lui. Pourquoi est-ce que lui a intérêt à adopter notre nouvelle version? Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont traitées dans ITIL.
Et donc, Itil nous dit, eh bien, écoutez, l'objectif de la gestion du changement organisationnel, c'est de réduire la résistance au changement et de gagner les personnes au changement le plus tôt possible. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de, oui, de changements, beaucoup de projets, beaucoup de mise en place de nouvelles choses qui n'ont pas été un succès, non pas à cause d'obstacles techniques, mais parce que on n'a pas prévenu les gens, on ne les a pas impliqués, on n'a pas communiqué avec eux, on n'a pas géré leurs attentes. Et alors on se retrouve avec quelqu'un qui dit, ça fait 10 ans que je travaille avec ça, on m'impose une nouvelle version, on n'est même pas venu me demander mon avis. Et il nous dit, il faut éviter ce genre de situation, n'est-ce pas? Voilà. Alors, oui, alors évidemment, je vois ici les points au bas de cette dia, mais oui, si on communique bien, si on gère bien les changements organisationnels, les gens avec qui nous travaillons vont comprendre les bénéfices des changements, ils vont avoir l'occasion de donner leur avis, ils vont se sentir impliqués, tout ça, et les choses vont se passer bien mieux. Itil nous dit aussi, il ne faut pas vouloir tout faire vous-même. N'oublions pas que nous travaillons dans une organisation et n'oublions pas que nous avons des collègues. Nous avons par exemple nos collègues des ressources humaines qui ont peut-être une expérience à nous apporter là-dedans. Hein, je veux dire, c'est leur métier après tout. Mais ce que Itil nous dit, c'est que la responsabilité finale de la gestion du changement organisationnel doit rester dans notre organisation. On peut aller chercher de l'aide, ok, on peut aller chercher des gens avec de l'expérience, mais la responsabilité finale doit rester chez nous. Et donc, en fait, il faut bien se rendre compte que quand on dirige, n'est-ce pas, c'est-à-dire quand on formule un objectif et quand on va expliquer à tous les participants à notre organisation, à tous nos collègues, que c'est vers cet objectif que nous allons travailler. Hein, eh bien, à un moment donné, ça va impliquer des changements. Quand on fait un plan, eh ben, le plan en général, il est basé sur la direction qu'on a donnée, sur les objectifs fixés, et il ne faut pas oublier de tenir compte des personnes, car en effet, tout ce qu'on fait, c'est pour des personnes, ne l'oublions pas. Hein. Et dans le cadre de l'amélioration, il ne faut pas oublier que si on ne gère pas le changement correctement, je vais dire la plus grande partie de nos améliorations sont vouées à l'échec. Parce que, ne serait-ce qu'à cause de la résistance au changement, parce que les gens ne vont pas se sentir impliqués, parce qu'on ne va pas faire les bonnes choses, parce qu'on ne leur a pas posé les bonnes questions. Okay, tout ça, ça fait partie de la conduite du changement organisationnel.